Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, rebonjour, si vous êtes avec nous depuis le début de cet après-midi, nous sommes en direct sur cette TV web de la FEDEVACO, les 25 ans, un bel anniversaire, nous sommes à Morges, précisément dans les halles des CFF, c'est vraiment à 2 pas de la gare CFF à Morges, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir le faire en live, vous allez revoir et voir un certain nombre d'invités, parce que qui vont se produire sur scène ce soir, d'autre part des personnes qui travaillent dans les ONG et d'autre part évidemment encore des gens qui représentent la FEDEVACO qui nous accueille et qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Deux invités pour commencer. On a tout d'abord Émilie Aubert et ensuite Marc Luna. Émilie, tu es coordinatrice du plaidoyer de PBI. Ça paraît super. Raconte-moi en 2 mots. Alors, pour faire simple, en fait, donc on a des projets sur le terrain, en Amérique latine essentiellement, mais aussi en Afrique et en Asie. Et en fait, le travail de plaidoyer, il s'agit surtout de renforcer les liens entre nos projets sur le terrain et tout le système de l'homme de l'ONU à Genève. Donc aussi pour pouvoir offrir l'opportunité aux personnes qu'on accompagne sur le terrain d'avoir accès à tout ce réseau international qui peut faire un petit peu peur. Donc je suis une personne de lien. Marc Luna, je prononce juste ton prénom, c'est ça, ton nom de famille. Toi, tu es par contre chargé de programme de Terre des Hommes, pour la zone précisément de l'Amérique latine que tu connais bien et pour cause. Tout à fait, alors je travaille à Terre des Hommes depuis 3 ans maintenant. Je suis responsable pour la zone Amérique latine, on regroupe 6 pays. Et je connais bien cette zone parce que je suis à moitié péruvien. L'engagement vient de une autre association membre de la FEDEVACO, Atelier des enfants, dont je suis actuellement le président. Et c'est une histoire familiale qui fait que je suis arrivé aujourd'hui à participer bénévolement à cette association. On va parler de ton histoire familiale dans quelques secondes parce que c'est aussi intéressant. La coopération, c'est pas toujours comme on le pense spontané comme ça, une idée qui nous traverse la tête et qu'on commence à faire quand on a 18 ou 20 ans. Ça peut venir de plus loin et c'est ton cas. Simplement, vous êtes deux personnes jeunes justement qui avaient en fait 2 histoires différentes. Pour autant, vous représentez un peu l'avenir de la coopération internationale. Aujourd'hui, on a le sentiment un peu qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent dans la coopération internationale, moins de gens qui ont envie d'y participer. Est-ce que le sentiment que tu as, par exemple? Bon, nous, chez PBI, comme on envoie essentiellement des volontaires, il y a extrêmement peu de places rémunérées sur le terrain. On n'a pas tellement ce sentiment puisqu'on travaille essentiellement avec des jeunes. Ensuite, c'est vrai que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est difficile pour les jeunes d'entrer dans des postes rémunérés, soyons clairs. Et donc, du coup, c'est vrai que l'opportunité de pouvoir partir comme volontaire peut être l'un des chemins pour entrer dans ce domaine. Parce que souvent, quand on cherche un travail rémunéré ensuite en Suisse, le problème est toujours le même. On nous demande d'avoir de l'expérience. Et c'est vrai que ça peut décourager les jeunes, alors que finalement, il y a énormément de manières dont on peut s'engager déjà en Suisse ou à l'étranger dans ce domaine. C'est vrai que, ceci dit, le nombre de stagiaires qu'on peut rencontrer dans la coopération internationale est quand même assez conséquent. On rencontre beaucoup de personnes qui travaillent bénévolement, finalement, pour ces associations. Toi, Marc, tu as une histoire familiale. Peut-être que tu peux nous en dire un mot. C'était une histoire qui remonte à ta mère, en tout cas. Tout à fait. Donc, l'association Atelier des enfants a été fondée en 1978 et ma mère était la première volontaire à être partie au Pérou l'année suivante. En étant là-bas pendant plus d'une année, elle a rencontré mon père et c'est grâce à cette histoire, et on va dire grâce à cette association que je suis là aujourd'hui. Donc, ce lien est très, très personnel. C'est aussi un lien pour moi de culture et mes racines sont là-bas. Et du coup, c'était une occasion pour moi de découvrir depuis tout petit les projets. Chaque fois que j'allais au Pérou, à 4 ans, à 7 ans, j'allais voir les projets de l'atelier des enfants dans les bidonvilles de Lima. Et c'était j'ai été plongé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler professionnellement dans le domaine de la coopération. C'est vrai que tu ne travailles pas dans l'organisation que ta maman, en fait, a pas vraiment véritablement créée, mais dont elle a pris le relais. Tu travailles pour Terre des Hommes aujourd'hui. Exactement, donc c'est vrai que ça a été un tremplin pour moi, cet engagement aussi volontaire, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un tremplin souvent pour jeunes qui, à la fin des études, ont besoin de trouver un moyen de rentrer professionnellement dans la coopération. Et souvent, les engagements volontaires, ça permet à ça. Ça peut être une touche humaine qu'on va ajouter à un CV. Ça permet aussi d'améliorer des connaissances en langue et puis le côté aussi culture. Donc je pense que c'est quand même un engagement qui est important. Et c'est vrai que le domaine de la coopération se professionnalise de plus en plus. Il y a aussi beaucoup d'études qui maintenant amènent dans le monde de la coopération. Et c'est vrai que l'engagement volontaire, que ce soit en Suisse d'ailleurs ou dans les pays du Sud, peut vraiment amener ces jeunes à un jour travailler dans la coopération.
C'est d'ailleurs peut-être une des choses qu'on peut préciser, hein. Si on veut, en étant jeune, s'engager dans la coopération internationale, on demande parfois de l'expérience, mais c'est de moins en moins le cas. On demande surtout un nombre impressionnant de diplômes, de qualifications. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, Émilie, à rentrer dans ce domaine-là? Bon, alors, mon Dieu, je pense que il y a un petit peu de choses. Il y avait tout d'abord l'envie de faire du travail plutôt social. Et ensuite, c'est vrai que les voyages, de travailler à l'étranger, etc. Et ensuite, la raison pour laquelle j'ai choisi PBI en particulier venait du fait que justement, en sortant de mes études, manquant d'expérience, ce qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est que c'est l'une des rares organisations qui ne va pas sur place pour dire aux personnes locales comment elles doivent travailler, mais qui se met en soutien. Donc on a vraiment ce principe de non-interférence et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Finalement, à la fin des études, je ne me voyais pas d'aller comme ça sur le terrain et puis quelle légitimité finalement j'avais pour dire aux gens comment faire. Donc du coup, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant et que je recommande comme type d'expérience, un petit peu pour bien sûr s'ouvrir l'esprit, mais aussi apprendre à être un petit peu humble avec soi-même et avec nos pays. J'imagine que tu partages aussi ce point de vue, toi qui l'as vécu de l'intérieur. Ça arrive, hein, parfois, il y a les fils de médecins, les fils de, je sais pas, quelques autres professions, n'ont pas tellement envie de reproduire le métier de leurs parents, et surtout quand c'est un métier qui exige quand même pas mal de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité. Toi, ça t'a pas guéri apparemment. On dirait pas, donc c'est vrai que c'est un métier qui est intéressant, mais qui est surtout très, très varié. Et on ne peut pas forcément dire que la coopération est un métier. On a tellement de profils différents. Et c'est aussi la richesse de ce milieu parce qu'on rencontre des médecins, on rencontre des enseignants, on rencontre des assistants sociaux, mais aussi des managers. Il y a des responsables de ressources humaines, des financiers, de la comptabilité. Donc on est vraiment dans un milieu très, très, très varié. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans mon expérience, que ce soit à Terre des Hommes ou à Atelier des enfants, c'est cette variété de profils. Et en tant que jeune, quand j'ai dû décider de quelles études j'allais faire pour la suite, j'ai étudié le domaine de l'hôtellerie et ensuite dans la gestion internationale. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi tout d'un coup Terre des Hommes, pourquoi Atelier des enfants? Mais c'est vrai que c'est un monde où aussi on a besoin de gestionnaires, on a besoin de personnes qui peuvent diriger et qui peuvent aussi amener une petite pierre à l'édifice. Et je pense qu'au fond de tout ça, il y a un engagement humain qui est très important. On parle de la coopération d'aujourd'hui, mais on parle aussi de la coopération de demain. Comme je le disais, effectivement, c'est aussi bien d'avoir le point de vue de jeunes volontaires, entre guillemets, ou de jeunes qui simplement travaillent à la coopération internationale. Tu la vois comment, toi, la coopération de demain, Émilie? Alors moi, j'ai énormément d'espoir pour cette coopération de demain. J'ai l'impression qu'il y a eu un grand changement quelque part de paradigme entre la coopération qui se faisait il y a peut-être une trentaine d'années et ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, à l'époque, moi j'ai vraiment étudié les études du développement des relations internationales, etc. Et du coup, nos professeurs nous décrivaient la coopération à leur époque comme une sorte de mercenaires du développement. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui s'est beaucoup professionnalisé, mais qui attire toutes sortes de personnes, que ce soit des femmes comme des hommes. On peut maintenant partir avec toute sa famille. Donc il y a cette ouverture, j'ai l'impression. Et puis aussi sur le terrain, une beaucoup plus grande professionnalisation. Les gens j'ai l'impression se rendent beaucoup plus compte aussi de l'impact négatif que parfois ils peuvent avoir. Enfin, ça, il faut quand même être un petit peu réaliste. Et donc, du coup, aussi beaucoup plus d'implication des acteurs locaux, parce que finalement, il ne s'agit pas du Nord qui doit aller au Sud apprendre comment à faire. Et ça, j'ai l'impression que tous ces changements font, pour moi en tout cas, que j'ai beaucoup d'espoir et d'optimisme face à cette coopération. Je te trouvais extrêmement sage pour ton âge, Amélie. Simplement en deux mots, pour toi, on a... Alors qu'on me fait signe, c'est oui, effectivement, le breakdance va arriver dans quelques instants. On va avoir l'occasion de faire du bruit un tout petit peu et surtout beaucoup de mouvements ici autour de ce studio à Morges, je vous le rappelle, hein, au hall des CFF. Je voulais faire parler simplement un tout petit peu par rapport à son expérience personnelle. Donc, une héritage, est-ce que tu te vois transmettre aussi une forme d'héritage comme ça demain et quoi, en quoi ça consisterait cet héritage? D'héritage par rapport à d'autres qui vont venir après toi, forcément un jour aussi tu auras toi l'âge de ceux qui aujourd'hui sont les témoins et un jour tu le transmettras ce témoin. Eh bien, j'espère avoir
eu le plus d'impact positif possible et d'apporter encore ce goût à des jeunes de soutenir le monde et d'être soutenu par le monde. Je pense que c'est assez réciproque et que ce goût continue. Mais je suis tellement optimiste que j'ai même pas vraiment réfléchi à beaucoup plus loin. Je pense que tout va bien aller. À chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup, Émilie. Marc, tu parles avec ta maman, j'imagine, de temps en temps. Elle voit ça comment, ce que tu fais aujourd'hui, et par rapport à son époque à elle, il y a 36 ans, tu le disais, hein, quand elle a commencé. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une part de fierté aussi de voir que qu'elle a, on va dire, l'association à laquelle elle a participé il y a 36 ans existe encore et continue à vivre et à avancer. Ensuite, en engagement professionnel, je pense aussi que c'est une certaine fierté parce que c'est une sorte de motivation qu'elle m'a transmise et je peux dire que c'est pour moi une grande chance de pouvoir le continuer aujourd'hui. Peut-être vous voir dans quelques instants, Émilie et Marc. Simplement, on va accueillir, puisqu'ils sont là avec nous, un groupe de breakdance. Venez nous rejoindre dans le studio. Ils vont se présenter eux-mêmes. Venez, n'ayez pas peur. On vous retrouve dans quelques instants, peut-être. Profitez toujours de ce 25e anniversaire. Venez autour de la table, n'hésitez pas, vous allez vous présenter les uns et les autres. Là, on passe à l'aspect justement un peu plus festif de ces 25 ans. La Fête des Vacos, ça vous disait quelque chose avant aujourd'hui? Pas vraiment, non. Je vais vous laisser vous présenter peut-être les uns et les autres. Bah, je m'appelle Esteban, j'habite à Cublan et j'ai 18 ans. Je m'appelle Loïc, j'habite à la Blécherette, 19. Moi c'est Alexandre, j'habite à Lausanne, je suis né ici, j'ai 25 ans bientôt. Donc pour vous, c'est le breakdance. Le breakdance, c'est un style qui a une sorte de nouveau succès, on peut dire ça comme ça. Ça a été un grand succès dans les années 80, encore un peu dans les années 90, et maintenant, pendant quelques années, ça avait disparu, et maintenant ça revient, et c'est de nouveau quelque chose d'assez fort. Comment vous le vivez, vous? Vous n'avez pas connu cette époque-là, évidemment. Non, effectivement, mais on est à fond dans le break, on s'entraîne tous les jours, et puis le break, c'est pas seulement, c'est une culture, quoi. Il y a le hip-hop, il y a le graphe, et tout ça qui va avec. Puis on fait tous partie de cette culture à fond. Alors, vous allez vous produire dans quelques instants, je crois qu'on aura une petite démo, hein, ça c'est juste pour nous. Vous allez vous produire tout à l'heure sur la scène, j'imagine? Ouais, tout à fait, ouais, on va faire une petite démonstration, mélange un peu de plein de styles, de break, de capoeira, etc. Et on va essayer de montrer un peu de différences qui nous caractérisent dans notre groupe. Et voilà, on espère que ça plaira. Raconte-moi le breakdance en deux mots pour ceux qui ne connaisseraient pas encore. Le breakdance en deux mots, bah, c'est ma passion. Non, franchement, c'est dur le breakdance au début. Faut savoir être discipliné pour continuer tous les jours, sinon on n'avance pas rapidement. Qu'est-ce qui est le plus difficile au fond? Parce que ça demande bien sûr de qualité athlétique, mais la danse aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Bah, le physique et puis surtout la mentalité. C'est dans la tête. D'aller tous les jours. Si tu veux quelque chose, tu le tiens pour toi-même, pas quelqu'un qui va t'aider. Vous êtes tous d'accord? Pas à fond, quand on tombe, c'est chaud. Alors, on va vous laisser faire une petite démo là. On a dans notre studio, qui n'est pas immense, mais quand même qui se trouve idéal, je le rappelle, des CFF à Morges, dans le cadre des 25 ans de la Fête des Vacos, que vous allez pouvoir suivre en direct tout à l'heure sur scène. Vous passez à quelle heure en parenthèse? 4h30. 4h30, c'est Jean, en quelques petites minutes. Donc, on va vous laisser faire une petite démo. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et puis, merde pour tout à l'heure, enfin si on peut le dire, à l'antenne. Et on va surtout vous permettre de regarder là en quelques secondes, le temps de vous installer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont présents ici, et pour cause, parce que différentes animations leur sont proposées. C'était le cas avec l'école de cirque, c'est le cas avec un stand, les enfants visiblement s'amusent aussi comme des petits fous à dégommer des patates, je crois, si je vois bien depuis ici, ce sont bien des pommes de terre, je crois. Et puis également, c'est quand vous voulez, hein, pour la démo, quand vous êtes prêts, on lance. Et on y va, faites du bruit pour eux. Le groupe de breakdance, on a oublié de dire leur nom quand même. Ça s'appelle Nunchaku. Bravo pour eux, vous pouvez les applaudir bien sûr. Allez, quelques applaudissements. Bravo. Nunchaku, donc que vous allez découvrir dans quelques petites minutes. Merci les gars. Que vous allez découvrir donc dans quelques petites minutes ici
aux Halles des CFF à Morges, les 25 ans de la FEDEVACO. On va retrouver d'autres invités pour terminer cette partie d'émission. On va se retrouver tout à l'heure également à 17h et on vous redonnera l'ensemble du programme. On va en faire le tour d'horizon très rapidement avec Caroline dans quelques instants. Stab est toujours avec nous. Nous avons toujours également Arnaud à la régie de notre studio, donc de notre web. Qui vient Sylvain, je pense, et tu es pas tout seul. Il y a avec toi un invité, un photographe en l'occurrence. Après Marc qu'on a vu tout à l'heure, rapproche-toi simplement. Est-ce que tu parles français d'abord? Non. Non, raté. C'est toi qui vas traduire évidemment, Sylvain. Exactement. Peut-être que je vais te laisser présenter notre invité. Alors Henri est un coopérant du Pérou qui a la particularité d'être photographe. Et en fait, il a suivi les cours de Waves Development, l'ONG péruvienne qui dispense un programme éducatif à l'Obitos au Pérou. Et voilà, il va peut-être lui un peu en dire plus sur pourquoi il est ici en Suisse. Je vais peut-être laisser Marc également venir nous rejoindre encore, et bien sûr Émilie peut venir nous rejoindre aussi. Marc, évidemment, comme on nous l'a expliqué, évidemment, parle aussi l'espagnol, mais là c'est de toi. Alors, en deux mots, en quoi consiste son travail de photographe? Parce que j'imagine que c'est un travail un peu spécifique si on en parle aujourd'hui dans le cadre de la coopération. Je te laisse venir près de la table. Est-ce que tu peux lui traduire, Sylvain? ¿En qué consiste tu trabajo de fotógrafo, pero en ese entorno de tu presencia acá en Suiza? Je lui dis en quoi consiste son travail de photographe, mais ce pourquoi il est venu ici en Suisse en fait. Hein. Bueno, mi trabajo aquí fue fotografiar el evento Ride for the Cause y conocer un montón, ¿no? Conocer Suiza y fotografiar el evento para el que he venido, ¿no? Y tuve una expo fotográfica aquí también en Suiza sobre el petróleo. Il explique en fait qu'il est venu ici en Suisse pour être le photographe d'un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui se nomme Ride for the Cause. También presentaste una exposición de fotografía, ¿no? ¿Puedes decir Sí. algunas palabras sobre eso? También tuve una exposición de fotografía sobre mi trabajo, que es acerca que es hacer fotos, ¿no? Y estoy presentando una exposición acerca del petróleo con un amigo acá suizo que es Ludo. Alors, c'est une exposition en fait qui est présente ici aux 25 ans de la FEDEVACO, qui a été présentée il y a 2 semaines également. Et en fait, c'est assez particulier parce que c'est une exposition qui présente le pétrole et en fait l'impact du pétrole qu'a dans sa communauté en fait au Pérou. Parce que Henri est devenu photographe à travers les programmes de Waves. Puis, on lui a demandé en fait de nous transmettre à travers son œil comment est-ce qu'il vivait l'industrie du pétrole tout en n'y faisant pas partie en fait. Alors peut-être que, bien sûr, on peut voir tes photos, j'imagine, hein, c'est quand même le plus simple pour découvrir ton point de vue, mais est-ce que tu peux nous en dire un mot justement de cette problématique et de comment tu le vis surtout? ¿Puedes explicarnos cómo trataste ese tema del petróleo y cómo lo vives allá en Lobitos y cómo al final y te expresaste a través de tu arte que es la fotografía y le quisiste representar? Claro, eso fue un proyecto que me gustó mucho porque era algo nuevo para mí, porque yo hago fotos de surf y turismo en Lobitos más que todo. Y bueno, el tener la oportunidad de fotografiar algo diferente fue algo muy bueno para mí. El petróleo es algo que muchas de nosotras personas como pobladores de Lobitos conocemos de esto un poco, y desde mi punto de vista era algo que en sí está como cambiando un poco Lobitos por lo que está con el medio ambiente, cómo está sucediendo y todo. Y bueno, me enfoqué más en fotografiar lo que está causando las empresas, es decir, en Lobitos, cómo está todo. Y también lo traté de relacionar con mi pueblo, ¿no? Alors en fait, Henri nous explique que d'habitude dans sa communauté, il est photographe de surf, enfin une activité qui est liée au tourisme. Et là, il a reçu le mandat en fait de faire cette exposition photo sur le pétrole. Donc pour lui, c'est quelque chose qui était nouveau, qui lui a plu. Et, en fait, il a traité ça en tant qu'habitant de son village. Et il a essayé de retranscrire en fait comment, en étant complètement en dehors, d'une manière très objective, de cette industrie du pétrole, comment est-ce que, en tant qu'habitant de Lobitos, un petit village de 1000 habitants,
comment est-ce qu'il voyait en fait le pétrole. Et c'est vraiment ce qu'il a réussi de manière très objective, sans être critique ou négatif vis-à-vis de cette industrie-là spécifiquement, ce qu'il a représenté à travers ses photos. Il y a des enfants qui sont avec nous, on les a vus tout à l'heure, plein d'enfants qui sont autour de nous. Pour faire simple, avant que je te laisse rejoindre la fête, et puis on parlera également avec Sylvain un tout petit peu de la suite du programme, et puis avec Caroline également, qui est pas très très loin d'ici. En 2 mots quand même, est-ce que, si je devais résumer les choses, le pétrole pour toi c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que tu arrives à dire ça aujourd'hui ou est-ce que c'est plus nuancé pour toi? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre el petróleo hoy día? O sea, tu opinión, así, si, o sea, qué es lo que piensas de lo que es el petróleo hoy día? Bueno, yo creo que el petróleo es uno de los recursos que se extraen mucho en Lobitos y es más pero para mí es algo que ya hace años viene dándose y que debería cambiar, ¿no? Que ya hay muchas formas de obtener energía y creo que el petróleo, aunque es una de las importantes, yo creo que debería ya cambiarse porque en sí en algún momento va a terminar, no va a haber petróleo y tenemos que aprovechar las nuevas formas de energía, ¿no? Alors, il explique que le pétrole, effectivement, c'est une des ressources naturelles qu'il y a beaucoup en fait dans son village où il l'extrait, et que ils sont conscients que c'est une ressource non renouvelable, donc il va falloir trouver à terme des solutions pour trouver des énergies alternatives, et puis pouvoir se passer gentiment du pétrole également. Changer, mais en quelque sorte, c'est le changement. C'est aussi la continuité. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 17h, enfin même un peu au-delà, puisqu'on aura l'occasion à 17h de se retrouver avec d'autres invités. Et notamment, je vous invite déjà, si vous êtes fan de ce chanteur, et je sais qu'il a pas mal de fans dans la région, K sera avec nous, qui sera également sur scène ce soir, comme d'autres chanteurs. Tiens, Caroline, viens un peu nous rappeler en 2 mots ce qui nous attend ce soir. Venez, Émilie et Marc, on est tous ensemble, après tout, faisons la famille. Caroline, en 2 mots, donc on peut faire le détail du programme dans le bonheur, un petit peu moins, mais en 2 mots, il nous attend encore pas mal de choses nous attendent. Il y a plein de choses pour les familles, pour les enfants, pour les adultes évidemment, pas mal de choses qui sont à la fois de l'information et à la fois plutôt du divertissement. Alors avant la soirée, la grosse soirée, ce soir effectivement avec Khan, Nana Sissoko et puis notre DJ Soul Coffee, j'aimerais attirer l'attention sur on a un espace kino pour les films et commence juste maintenant, gros sur l'Amérique latine pendant quelques temps, et puis il y aura ensuite film d'ailleurs et on parlera aussi du commerce équitable. Ce qui est aussi intéressant, c'est les défilés qui auront bientôt lieu donc à la Plaza. Il y a le défilé de mode récup. Il y aura aussi une démo de beatbox donc de Kemart qui est passée juste avant avec toi. Et puis Saveur du Monde et le souk, ça continue. Saveur du Monde jusqu'à 20h, on peut encore s'alimenter. Ceviche, il y a plein de choix possibles. Et le souk, si vous voulez acheter un peu d'artisanat d'Afrique ou d'Amérique latine aussi, il y a ces possibilités. Et bien sûr, ça continue, les ateliers pour les enfants. Il y a énormément de choses. Je ne sais pas combien de mètres carrés on a ici. Je ne sais pas si tu l'as dit avant. Non, je ne l'ai pas précisé. J'ai pas du tout de compas dans l'œil, donc je ne sais pas. Mais c'est grand en tout cas. Il y a un bel espace, mais on va peut-être préciser que c'est pas, contrairement à beaucoup de ce genre de manifestations, ça n'est pas sous chapiteau. C'est véritablement un endroit superbe, extrêmement chaleureux, fait de poutres à l'ancienne. Et c'est vrai qu'on se sent un peu dans un monde un peu à part, et donc on a réuni une sorte de village du monde dans un endroit un peu particulier. Ben merci pour les compliments. Merci à tous et à tous les bénévoles qui sont ici. Il y a énormément de bénévoles, je ne sais pas si tu as remarqué. Moi, je fais partie de la commission de l'information depuis 2007 et j'adore toujours venir chaque mois contribuer à ce groupe. Et on est plus d'une dizaine de professionnels dans la communication comme bénévoles et ça a toujours été un énorme plaisir pour moi. Je suis encore là après des années, parce que c'est toujours extrêmement passionnant les sujets sur lesquels on interagit, les projets dont on parle, qu'on finance et la sensibilisation qu'on est capable de soutenir ici en Suisse avec le soutien qu'on donne aux associations membres de la FEDEVACO. La FEDEVACO dont on va reparler tout à l'heure avec Max qui était avec nous en tout début d'après-midi. Avec d'autres intervenants également, je vous l'ai dit tout à l'heure, K également sera à notre micro. Merci à toutes et à tous d'être venus nous rejoindre. Rendez-vous tout à l'heure, surtout également sur notre site web, je vous le rappelle, fedevaco.ch. Il y a une page spéciale pour les 25 ans, c'est l'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui avec notre web TV et on se retrouve tout à l'heure.